Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue au musée McCord. C'est le premier vernissage en ligne. Nous sommes là pour parler de la nouvelle exposition Chapelot, profession caricature, qui va ouvrir aujourd'hui à 13h30 et vous êtes tous invités. Et pour en parler, eh bien, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le principal intéressé, Serge Chapelot. Bonjour. Bonjour. Non, je peux parler. Bonjour, oui, on m'entend. Bonjour Serge. Également Christian Vachon, conservateur au musée. Bonjour Christian. Bonjour Véronique. Et Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du musée. Bonjour Suzanne. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, juste pour vous dire à la maison, c'est vraiment pour vous qu'on fait ça. Alors, écrivez-nous vos questions. À la fin de la discussion, vers 12h30, je vais essayer de leur en poser le plus possible. Alors, on va commencer par parler de l'exposition. Je me tourne vers vous, Suzanne. Les musées rouvrent. Comment avez-vous adapté les lieux pour répondre là, aux mesures de la santé publique? Merci Véronique. C'est un enjeu auquel nous réfléchissons depuis plusieurs semaines avec l'objectif, bien sûr, d'assurer la sécurité de nos employés et la sécurité de nos visiteurs et aussi le souci d'offrir une visite qui sera la plus agréable et la plus enrichissante pour chacun de nos visiteurs. Alors, on a mis en place un certain nombre de mesures, dont l'achat de billets en ligne sur notre site web, ce qui est nouveau pour la plupart de nos amis. Donc, achat de billets en ligne avec une heure précise pour la visite du musée, ce qui nous permet de contrôler le nombre de visiteurs à chaque heure et ainsi de s'assurer que la distanciation est bien respectée. Autre mesure, je pense que là, les visiteurs ne seront pas étonnés, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les commerces aujourd'hui, c'est-à-dire lavage de mains à l'entrée du musée, lavage de mains à l'entrée de l'exposition, à la sortie de l'exposition, 2 personnes dans l'ascenseur, un parcours fléché à travers le musée, des pastilles qui indiquent la distanciation dans les expositions et nous avons remplacé les écrans tactiles et les iPads que nous avons en général dans nos expositions qui offrent un contenu additionnel. On les a remplacés par des microsites que le visiteur peut télécharger sur son téléphone intelligent et qui lui donneront accès à tout le même contenu additionnel qu'il y avait de disponible dans le passé. Vous savez comme moi que les mesures changent presque tous les jours avec les annonces que font le gouvernement. Alors, c'était 2 mètres il y a quelques semaines. Là, maintenant, c'est 1,5 mètre dans les salles de théâtre. Ça sera peut-être 1 mètre. Les rumeurs disent que ça sera 1 mètre bientôt. Alors, nous allons nous adapter. C'était aussi, par exemple, 10 personnes, pas davantage. Maintenant, on peut aller à 50. Alors, on va s'adapter au fur et à mesure de l'évolution. Mais je voudrais conclure en disant que je crois que ça va être vraiment une visite unique pour le visiteur de se retrouver en pleine sécurité, pas bousculé par personne, dans une galerie qui va être pas silencieuse, mais avec très peu de monde, où ils vont prendre le temps de regarder les œuvres, de lire les textes et puis de télécharger leur microsite et d'approfondir toutes les connaissances que l'exposition nous transmet. Alors, je pense que ça va être une superbe expérience et j'espère que les visiteurs vont être nombreux. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça va être une super expérience parce que c'est une superbe exposition. Alors, je pense que oui, les gens vont être agréablement surpris. Suzanne, je vais continuer avec vous. Avec la pandémie, l'exposition a quand même été reportée. Quelles sont les répercussions? Est-ce que les autres expositions aussi ont toutes été décalées? Comment ça fonctionne? Alors, vous imaginez bien que tout de suite après la fermeture du musée, on s'est mis à reprogrammer nos expositions, reprogrammer nos activités sans savoir quand nous pourrions réouvrir. Alors, nous avons élaboré plusieurs scénarios et finalement, on en a retenu un qui nous semblait le
le plus plausible. Et là, le travail a commencé, c'est-à-dire reprogrammer, décaler des expositions, prolonger des expositions et en annuler certaines pour des raisons budgétaires. Et tout ça avait un effet domino, bien sûr, ça veut dire reprogrammer pour au moins 2 ans à venir. Oui. Mais, comme le dit le proverbe, tout malheur, à tout malheur, quelque chose de bon. Et dans le cadre de cette reprogrammation-là, on a vu que l'exposition Chapelot, qui devait ouvrir à la mi-avril, maintenant ouvre aujourd'hui le 23 juin, on a vu qu'on pouvait la prolonger jusqu'en mars 2021, ce qui est formidable et ce qui va donner l'occasion à tous les Montréalais, mais aussi à tous les Québécois de venir voir cette magnifique rétrospective. Et puis, ça nous a aussi permis, à la dernière minute, d'intégrer à l'exposition des caricatures en lien avec la pandémie. Et donc, ça rend l'exposition encore plus actuelle. Alors, oui, voilà. En plus, Serge, vous étiez, depuis le début de la pandémie, là, vous en avez des idées. Là. Oui. Vous en avez fait des bonnes caricatures. Mais c'est parce que la pandémie, c'est triste, c'est horrible, mais en même temps, pour un caricaturiste, c'est un sujet en or. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Tu es assis à la maison, j'étais en confinement total à cause de mon âge avancé, pas le droit de sortir nulle part. Mais le résultat, c'est que tu travailles 2 fois plus, de beaucoup plus de temps à ton ordinateur, à ta table à dessin, et ça fournit du matériel incroyable. J'aimerais beaucoup mieux pas avoir fait de caricature sur la pandémie si ça n'avait pas existé, mais c'est là. Alors, on a vécu avec. Ouais, mais est-ce que c'est difficile de créer sur un sujet quand même qui est très triste au Québec? On a été touché beaucoup là, par... Non, pas du tout. C'est pas difficile pour la bonne unique raison que le métier de caricaturiste, si ça peut exister, c'est justement de rendre plus léger une situation un peu sérieuse et plate. Ouais. Au moins, ça permet à quelqu'un qui se lève le matin en prenant son café, son jus d'orange, une fois de temps en temps, de rire de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est pas vraiment drôle. Oui. Christian, je me tourne vers vous. C'est pas le premier caricaturiste qui est invité au Musée McCord. D'où vient l'idée de mettre en lumière le travail des caricaturistes, oui? Serge l'a bien dit, les caricaturistes témoignent avec humour et à l'aide d'un médium graphique des événements qui font l'actualité, donc qui font notre histoire. Et c'est ce qu'on collectionne ici. Alors, une caricature peut présenter différents niveaux de lecture. Elle peut être très, très esthétique et se retrouver à ce moment-là dans un musée d'art. Mais pour un musée d'histoire sociale comme le musée McCord, ce sont des archives extrêmement précieuses qui témoignent de notre histoire, soit politique, culturelle, sociale, événementielle. Alors, on collectionne très activement la caricature ici et c'est dans notre mission de diffuser nos collections. Alors, Serge se méritait cette exposition-là avec la carrière fabuleuse qu'il mène et on l'a enfin concrétisé, ce projet-là. Mais Serge, pourquoi en 1996, vous avez décidé de donner quand même une quantité importante là, de vos œuvres au Musée McCord? J'étais tanné de les jeter. Bonne raison. Je savais vraiment pas. Honnêtement, encore une fois, c'est merci au Musée McCord. Hein, ça, c'est le côté, je baisse la tête. C'est quand même incroyable. Aislinn est ici, Garnot est ici. Il y a plusieurs caricaturistes qui sont ici. Et ça leur donné une raison de voir la job de caricaturiste pour regarder un regard sur une très longue période de ce qui s'est passé socialement dans un Québec. Nous autres, c'est très montréalais. Tu sais, regarde, c'est une vieille expression, hein, les politiciens passent puis le caricaturiste reste. Ouais. il y a beaucoup mais les bons caricaturistes. Oui, ceux qui ont encore des jobs. Oui, c'est ça. Donc, c'est le musée McCord, en quelque part, et à cause aussi de mon ami Aislinn, qui m'ont un peu approché. Et quel honneur! C'est quel honneur de dire, c'est des petits bonhommes que je fais. Je fais des petits bonhommes. Et là, je vois de mes petits bonhommes qui sont encadrés. C'est quand même fait. Oui. Mais Suzanne ou Christian, le fondateur également du musée, collectionnait les caricatures? Oui, M. McCord, lorsqu'il a cédé sa collection à l'Université McGill
pour créer un musée d'histoire, il lui a remis plusieurs centaines de caricatures. Et on parle de caricatures du 18e et du 19e siècle. Alors, les plus anciennes caricatures canadiennes sont ici, sont celles du brigadier Townsend, qui assistait le général Wolfe. Alors, il a mis en scène le général Wolfe en 1759. Et suite à ça, McCord a accumulé des caricatures qui racontent notre histoire. Et nous, on a poursuivi ce but-là de pouvoir, avec des images humoristiques, illustrer l'histoire de notre société. Monsieur Townsend, pour parler de la caricature que j'ai vue, c'est tellement fabuleux. Ce monsieur a défini ce qui était un peu le métier de caricaturiste. Il dessinait pas le côté francophone, il dessinait Wolfe. Il dessinait son boss. Et le boss n'aimait pas ça du tout. Puis il a dit, après la bataille des plaines d'Abraham, je vais te poursuivre. Tu vas aller en cour martiale. Eh bien, Townsend a réussi parce que M. Wolfe est mort sur les plaines d'Abraham. Et c'est lui qui a reçu les clés de la ville de Québec en édition. C'est un caricaturiste assez important. C'est effectivement Townsend qui a signé l'acte de Québec qui met fin à la guerre. Et pendant un court laps de temps, toute l'histoire de l'Amérique française est dans les mains d'un caricaturiste. Et c'est vrai. C'est quand même fou. Serge, comment vous sentez-vous d'être honoré comme ça dans un musée qu'on retrouve votre œuvre, tant de décennies de dessin sur nos murs? Véronique, déjà le mot « œuvre », j'espère que ça ne me montre pas à la tête. C'est le moment où je quitte, dans le moment ici, pour ne pas être en ombre, parce que je suis un petit peu gêné. Mais c'est vraiment impressionnant. Je suis très content et très honoré. C'est vraiment fabuleux. Vous préférez qu'on parle de petits bonhommes, c'est ça? J'aime mieux faire les petits bonhommes. C'est clair et net que c'est ça que je fais dans la vie. Je me lève le matin, j'essaye de trouver des idées, je regarde ce qui se passe alentour de moi, je regarde les événements qui me fournissent beaucoup de matériel et tu fais les petits dessins. Mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, on dit tout ça. Tous les caricaturistes disent la même chose. Une fois de temps en temps, tu es content de ce que tu viens de faire. Puis si tu as ça au moins une fois ou deux par mois, tu peux dire que tu fais bien ta job et ça va bien. Parce que le résultat de tout ça, à la fin de tout ça, il reste qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, on peut se faire haïr beaucoup. Oui. Mais c'est pas trop grave. On vit avec. Christian, l'exposition comprend plus de 150 caricatures, esquisses, illustrations originales. Quel est le concept derrière l'exposition? Est-ce qu'il y en a un concept? Je pense que oui. On voulait montrer une rétrospective de la carrière de Serge Chapleau, mais en même temps, Chapleau est un artiste multidisciplinaire. Il a touché à tout, il a tout fait. Et alors, on s'est dit qu'on diviserait l'exposition en 4 parties représentatives de ses créations, de ses réalisations. Alors, la première partie présente des œuvres de Chapleau avant qu'il ne devienne un caricaturiste. À ce moment-là, en sortant de l'École des Beaux-Arts, il est un graphiste, il est un maquettiste et il a signé des affiches, des pochettes d'albums. On montre aussi des projets personnels et des bandes dessinées. La deuxième partie, on la voit en ce moment, ça regroupe une quarantaine de caricatures d'artistes, de comédiens, de musiciens, d'artisans de la télévision. Chapleau est le caricaturiste qui a le plus illustré la colonie artistique au Québec. Et la troisième section, faire des petits bonhommes, c'est comme ça que Serge décrit son métier. Ça, c'est un véritable cours d'histoire du Québec des 50 dernières années. De Trudeau père, l'évêque et Drapeau, on se rend à Trudeau fils, François Legault et Valérie Plante. Et la dernière section, qui est le grand projet que Chapleau a mené depuis le milieu des années 70, c'est La Flaque, un personnage qui était en gestation pendant des années dans son esprit. Il l'a concrétisé de différentes manières, en marionnette, ensuite en images de synthèse. Alors, ce sont les 4 blocs de l'exposition. Ah oui. Et comment vous avez fait pour choisir, parce que vous aviez quand même plus de 7000 dessins là, de Chapleau, comment vous avez sélectionné les œuvres que vous nous présentez? Ah, ça n'a pas été facile. Serge, je pourrais en parler.
On a eu tout un exercice de sélection qui s'est étalé sur plusieurs mois. Du mois de mai à novembre 2019, on a regardé des milliers de caricatures. Et on a fait des sélections par personnage, soit par politicien. Alors, c'était le tour de Jean Chrétien, on en ramassait plusieurs. On regardait ça, oui, non, on mettait ça de côté, on avait réduit la sélection de moitié. Une semaine plus tard, on reprenait Jean Chrétien, on discutait, oui, non. Pour donner un exemple, on avait au départ 91 caricatures de Donald Trump. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on devait réduire ça à 4 caricatures. C'était l'espace prévu sur les murs. Alors, il y a eu beaucoup de retours et on espère qu'on a fait un exercice d'écrémage pour garder le meilleur. Mais c'est difficile avec Chapleau de garder le meilleur parce qu'il y a beaucoup de caricatures qui sont très intéressantes. Tous les jours, j'avais un téléphone de « Bonjour, c'est Christian. » Aïe. Il va falloir passer à travers des centaines de caricatures. J'en avais la nausée. Mais ça a été honnêtement très intéressant. Puis encore une fois, mon ami qui est devenu un ami, ça a été incroyable. Une très belle expérience. Mais tu sais, 7000 dessins, j'aimerais ça, il y en a quelques-uns que j'aimerais oublier, passer par-dessus. Mais c'était, ça s'est avéré bien. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'exposition moi-même, puis il y a des choses, je me dis, oh, j'allais aimer avoir celui-là, mais que voulez-vous? Hein? Mais, tu vois, Serge, il y a Jacqueline Otis qui dit c'est magnifique, l'exposition. Ah, bien, quand même. Pas obligé de payer tout le monde pour dire ça, là, ça veut dire que quelqu'un le dit d'elle-même. Oui, c'est ça. Merveilleux. Suzanne, je vais me tourner vers vous. Est-ce que, Christian en a un peu parlé, mais est-ce qu'on peut voir un pan de notre histoire par cette exposition, d'après vous? L'exposition, c'est d'abord une rétrospective sur 50 ans de carrière de Serge, mais c'est aussi 50 ans d'histoire, comme l'a mentionné tout à l'heure Christian, c'est vraiment 50 ans d'histoire politique, sociale, culturelle de Montréal, du Québec et du Canada, et même internationale à l'occasion. Tous les premiers ministres des 50 dernières années, les politiciens, les maires et la mairesse, la première mairesse de Montréal sont là. Et moi, quand j'ai visité l'exposition, je me suis dit que je revivais un peu ma jeunesse en voyant ça. Et je me suis dit qu'il y aurait les gens comme moi qui revivent leur jeunesse, puis il y aurait les plus jeunes qui revivraient la jeunesse de leurs parents et qui comprendraient un peu mieux tout ce pan d'histoire qui est exposé aujourd'hui. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans l'exposition, c'est l'histoire de Serge Chapleau lui-même. On le voit au début, son parcours, on le voit, on a une magnifique photo de lui bébé, il est adorable, il faut que vous veniez voir ça. Et qu'il est passé, sa carrière a été une évolution constante pour aujourd'hui devenir l'un des plus grands caricaturistes au pays. Alors ça aussi, en parallèle, c'est très intéressant de découvrir. Et Christian, comment vous décririez l'œuvre de Chapleau, le travail de Chapleau? Il y a une citation au début de l'exposition et Serge m'a dit c'est ma citation préférée. Alors, on l'a mis dans l'exposition parce que ça décrit bien le caricaturiste qu'il est. C'est une citation d'un autre caricaturiste qui s'appelle Ronald Searle et ça dit « La caricature doit se pratiquer avec l'adresse d'un chirurgien et les intentions d'un boucher. » Alors, on y retrouve la finesse du dessin de Chapleau qui est pratiquement hyper réaliste, mais également le propos décapant, la plume acide. On a ces deux côtés-là dans cette citation-là. Et Serge est un caricaturiste, c'est un peu aussi un portraitiste. Les critères de ressemblance sont très élevés chez lui. Lorsqu'on voit un politicien, on le reconnaît tout de suite. C'est extrêmement important pour lui, la ressemblance. Il y a aussi l'humour. Chacune de ces caricatures doit avoir un gag, sinon c'est pas une caricature. Alors, et c'est un gag qui doit se transmettre de façon très efficace, qui doit être instantané. Ça marche beaucoup chez Chapleau. Chapleau maîtrise les mécanismes du rire de manière graphique. Moi, je le situe dans les grands caricaturistes, dans la tradition des Honoré Daumier et même James Gilray. Et là, on remonte au 19e.
Continuez, Christian, continuez. Ben, c'est un style unique et le fait que c'est un touche-à-tout, puis Chapleau, c'est un commentateur politique, quelque part, il fait pratiquement le travail d'un journaliste, mais il va résumer, il va aller à l'essentiel et il le fait d'une façon très efficace. Alors, je me rappelle les beaux jours de la presse imprimée, on se rendait tout de suite à la page éditoriale, c'est la caricature de Chapleau qu'on voulait voir en premier et ça commençait bien la journée avec un café, effectivement. C'était le sourire de la journée ou le rire. Oui, mais c'est un éditorialiste. Chapleau, Oui. est-ce que, Serge, toi, est-ce que tu te vois comme ça? Est-ce que tu te vois comme... Ouais, le mot éditorialiste, je veux pas me l'approprier parce que je travaille avec quelques-uns dans le moment à la presse que j'aime beaucoup. Et c'est plus facile pour moi. Un éditorialiste va travailler très fort pour faire une bonne recherche, va dire quelque chose. Et s'il se trompe le lendemain, il va payer pour pendant des semaines de temps. Moi, si je me trompe, je fais un autre dessin le lendemain, je recommence. Alors, c'est clair que c'est un petit peu plus, j'ai un peu plus de liberté pour ramasser plein d'événements pour en faire un dessin. Des fois, on lit beaucoup, des fois, on lit moins. L'éditorialiste est un petit peu plus sérieux que moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit trop de se tromper, c'est pas le fun. Moi, ça m'appartient pas de ça. Je suis plus, regarde, je suis plus. C'est vraiment, ça s'appelle un caricaturiste. Hein? C'est de caricaturer, c'est exagérer les situations, exagérer les traits, les gros nez et les grandes oreilles, en même temps que les grosses idées. Et les grandes bouches. Et les grandes bouches. J'aimerais vous dire, Chapleau, il y a Crimo Bouaou qui dit « Chapleau a tous les talents, même celui de garder sa crinière. Un chauve envieux. » C'est signé un chauve envieux. Déjà, de traiter de vieux, je le prends très bien. Mais s'il me voyait par en arrière, j'ai déjà une tonsure. Envieux, pas vieux. Et Serge, derrière vous, vous avez Gérard Laflaque, qui est un des grands personnages qui vous a suivi pendant des décennies. Ça a commencé comment? Comment est venue cette idée-là de créer Gérard? Vous voulez, la simple vérité, c'est que j'avais pas vraiment beaucoup de jobs réguliers en caricature, puis pour gagner ma vie, c'était assez difficile. Je me suis dit naïvement, très naïvement, pourquoi pas faire des marionnettes, des caricatures en marionnettes? Je vais pouvoir aller à la télévision, je vais pouvoir faire des émissions de télévision. Voici le côté naïf en disant, je vais aller à Radio-Canada, ils vont faire un show, ça va être merveilleux. Ça a pris 10 ans avant que ça pogne, avant que ça marche, rien ne marchait. Mais c'était l'idée de pouvoir avoir une caricature, au lieu de recommencer quotidiennement, ben, tu prends la même tête et tu fais des gags différents. Puis en plus, le personnage de Laflaque, il faut bien se le dire, quand je l'ai fait, j'étais dans la très jeune trentaine et c'était un mononcle. C'était un mononcle assis un peu de droite, achalant. D'après moi, dans ce temps-là, il a dû avoir à peu près 45-50. C'était un vieillard, assis dans sa chaise. Aujourd'hui, j'en ai 75 et il est beaucoup plus jeune que moi. C'est moi qui ai rendu mon oncle. Mais toujours aussi mon oncle quand même. Il est resté mon oncle. Oui, lui est resté mon oncle. Oui. Et comment vous êtes devenu caricaturiste? C'est parce que la job de fils de roi milliardaire était déjà prise. Il faut se faire autre chose. Je me suis dit quelque chose qui correspond à moi. Pas très bon à l'école, difficultés, TDAH, MLTP, toutes les lettres que vous voulez. Mais je le dis tout le temps, moi, je dessinais dans la marge. J'ai toujours été dans la marge. J'ai fait les beaux-arts aux beaux-arts, j'étais dans la marge. Et ce métier-là, quand il s'est présenté par lui-même, on ne choisit pas de devenir caricaturiste. On ne va pas à l'école de caricaturiste. Un job se présente, tu fais des gags, tu es un peu bon là-dedans, tu t'amuses, et voilà, c'est parti. Alors après ça, ça n'a jamais arrêté. Et j'ose espérer que ça va continuer encore longtemps. Parce qu'une exposition comme ça, je n'aimerais pas ça, arriver à la fin et mourir. Non. Je vais encore aller plus loin. Nous aussi. Christian, Suzanne, je vais vous poser la même question. Quelle œuvre aimez-vous particulièrement de Chapleau et pourquoi? Christian, on peut commencer par vous. Je savais que vous alliez me poser cette question-là, puis c'est pas facile d'y répondre. Ma première réaction, c'était de me dire que chaque matin, je suis curieuse. Quand je me réveille, je m'en vais prendre mon café puis ma presse plus, puis c'est toujours ce que je regarde en premier, de savoir ça va être quoi la caricature aujourd'hui, et je suis rarement déçue. Quelquefois, Serge, mais rarement. Oui, c'est normal. Alors, mais
je pense que là où on voit mieux, puis je regarde autour de moi parce que je suis dans cette section-là où on voit mieux tout sa dérision et puis l'humour. Et puis aussi, je trouve que parfois, dans ces dessins d'hommes politiques, ils montrent un peu de l'affection qu'il peut avoir pour certains. On le sent parfois. Donc, je trouve que les dessins, les caricatures d'hommes politiques, pour moi, sont celles que je préfère. Et puis, celle qui est incontournable, je pense, qui a marqué notre imaginaire, c'est bien sûr celle de Duceppe avec son bonnet quand il visite l'usine. Je pense qu'elle va rester dans notre esprit, dans l'esprit de tous les Québécois pour longtemps parce qu'elle était géniale. Alors, voilà, moi, je pense que c'est les hommes politiques que je préfère dans le travail de Serge. Et j'ajouterais que dans le cas de Duceppe, c'est resté dans son esprit à lui aussi. Et Christian, qu'est-ce que vous direz? De mon côté, peut-être par des formations professionnelles, je suis un peu puriste. J'aime beaucoup les médiums traditionnels. On voit en ce moment une caricature qui a été dessinée à la plume, donc avec de l'encre de Chine. Et c'est extrêmement difficile à maîtriser comme médium et Serge a réussi ça haut la main. Et ici, on voit une caricature qui date de 76. C'est au moment des élections provinciales qui vont mener le Parti québécois au pouvoir. Et c'est un drôle de style, c'est pas le style de Chapelot actuel. Et malgré tout, Serge a quand même est l'un des pionniers de la caricature assistée par ordinateur. Il a été le premier à en faire, c'est lui qui maîtrise ça. Et j'adore ce qu'il fait avec l'ordinateur en couleur, ses montages, ses parodies. Mais j'ai une affection pour ses dessins avec des médiums traditionnels, soit la plume, comme j'ai dit, ou au crayon à la mine, comme celui qu'on voit en ce moment. Il y a des heures de travail là-dedans, il y a un coup de crayon incroyable. Et à mon avis, la maîtrise du crayon à la mine de Chapelot demeure inégalée encore aujourd'hui dans toute l'histoire de la caricature canadienne. Il n'y a jamais les caricaturistes utilisent des crayons à la mine pour faire des croquis, des esquisses, pas pour faire des dessins qui sont publiés dans cette version-là à la mine. Et c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et je sais qu'il en fait encore et il les retouche ensuite avec Photoshop, mais j'aime bien voir les premiers croquis, les esquisses préliminaires, etc. Serge, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Êtes-vous d'accord? Je suis gêné. Non, mais c'est vrai que j'aurais rêvé d'avoir un style de caricature que tu fais ton dessin en 3 secondes, je peux aller prendre mon dry martini tout de suite après. Ça n'a jamais été le cas. Je travaille, je suis un workaholic, j'aime encore m'asseoir. Des fois, je n'ai pas le goût du tout, mais une fois assis à ta table à dessin, tu peux passer des heures, et pendant ces heures-là, honnêtement, c'est comme, je vais utiliser un mot très muséal, c'est une période où je crée. Hein? Je crée quelque chose. C'est prétentieux, hein? Mais il y a des heures que tu passes où tu es bien dans ta peau parce que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes et des fois, tu le fais bien. Et ça, c'est merveilleux. Alors, on va passer à la période de questions. Je vais commencer par Joseph Simula. Il dit, est-ce qu'il y a un livre commémoratif qui sera disponible pour l'achat, soit sur place, dans la boutique ou en ligne? Alors, ça, j'ai payé Joseph déjà. Parce qu'effectivement, à la fin août, début septembre, les éditions La Presse vont publier un livre où tout ce qui est dans l'expo est dedans, plus 150 autres dessins. Alors, c'est encore une fois ma carrière au complet dans un gros livre de 300 pages et qui lui aussi a été retardé. Il était supposé sortir en même temps que le début de l'expo. C'est mon karma dans la vie. Toutes les fois qu'il arrive quelque chose, la pandémie est arrivée. Mais là, le livre va sortir au début septembre. J'ai très hâte. Ça va être très beau. Et il y a beaucoup, il y a des Jean Charest, Jean Chrétien, Guillaume Lepage, Jean-René Dufort qui commentent dans le livre et qui oui, parlent de exactement. vous. Je connais quelqu'un qui est allé les interviewer. Oui. Et c'est toujours gentil de voir ces gens-là qui prennent le temps. Ils ont tous été dessinés par moi puis qui ont dit « OK, on va dire ce qu'on pense. » Puis ordinairement, c'est positif. Alors, pour les remercier, au début de chaque personne qui parle, je leur ai fait une caricature. Et il y en a qui n'aimeront pas ça. Suzanne, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que cette exposition-là pourrait devenir permanente?
Je ne crois pas, non, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Je sais que Serge aimerait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas voyager, par contre. On peut commencer à voir s'il y a d'autres musées à travers la province qui aimeraient l'avoir. Mais permanente, vous savez, on est encore un petit musée, malheureusement, et nos espaces d'exposition sont réservés pour la plupart pour des expositions temporaires. On n'a qu'une exposition permanente. Alors, Serge, ce sera quand on aura construit notre nouveau musée, on aura une aile, l'aile Chapelot. Ah, c'est bien ça. Il y a Daniel Léger, Serge, qui veut savoir, vous avez créé une affiche pour le ballet Tommy. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Longue époque, il y a très, très longtemps, j'ai rencontré M. Uriel Luff, qui était le directeur des Grands Ballets canadiens, et Mme Chérieff. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être parce que j'avais les cheveux jusqu'au bas du dos. On s'est bien entendu et ils m'ont donné vraiment la job de faire une affiche pour c'est le premier spectacle des Grands Ballets canadiens sur la musique de The Who et Tommy. Et j'ai fait l'affiche. Aujourd'hui, je la regarde encore. Je dis, où c'est que je suis allé chercher ça? Ça n'a pas de bon sens. Et ça a très bien marché parce qu'ils ont fait le tour du monde avec ce show-là. Alors, mon petit dessin s'est promené un peu partout. J'ai fait leur programme souvenir et ça a duré 2 ans. Puis après ça, je suis passé à autre chose. C'est disponible, on la voit dans l'exposition? Oui, elle est ici à l'exposition. Oui, c'est ça. OK, parfait. Christian, est-ce qu'il va y avoir un catalogue d'exposition? Serge a un peu répondu. Normalement, il y a des livres d'accompagnement qu'on lance habituellement en même temps que les expositions, mais rarement des catalogues. C'est pas quelque chose qu'on prépare maintenant, mais le livre qui va être lancé à la mi-août, début septembre, et le compagnon de l'exposition. Donc, on va retrouver, comme Serge l'indiquait, l'ensemble des caricatures qu'on voit sur les murs. Et j'y ai participé. Il y a des textes de vous, Véronique, il y en a aussi de Nicolas Forget. Et on raconte l'histoire de Chapelot depuis ses débuts. Ça recoupe un peu les thématiques qu'on voit ici dans l'exposition. Oui. Il y a Marcel Mussuli qui veut savoir, Serge, de quel thème vous avez traité que vous êtes le plus fier? Je n'ai pas de réponse à ça parce que c'est la plus vieille réponse du caricaturiste. Mon meilleur dessin est à venir. Pas fait encore. C'est clair et net que si je veux aller dans la facilité, les thèmes les plus faciles, c'est que tu suis les nouvelles, j'écoute les nouvelles perpétuellement et c'est les politiciens qui nous fournissent le meilleur matériel. C'est les plus grands scripteurs humoristiques que je connais, c'est les politiciens. Parce que souvent, ils sont pris à répondre à des journalistes sévères et ils vont aller trouver des réponses trop faciles. Et c'est des sujets en or pour moi. C'est sûr et certain que... Non, la politique. Mais ce matin, je crois dans la presse, vous disiez que Jean Chrétien, c'était quand même le politicien que vous avez préféré. En fait, c'est le politicien que j'ai probablement dessiné le plus souvent parce que c'était au pouvoir le plus longtemps. Oui. Mais c'est un personnage. Regardez, on sait tous que Jean, je dis Jean, comme je le connaissais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Non, mais il est tellement drôle et tellement sympathique. Il a reçu de mes mains une caricature que je lui ai donnée pour son anniversaire à son bureau. Et il me dit à l'oreille, très, très calmement, « T'en as fait des pires que ça. » Et c'était vrai. Alors, disons que c'est un gars qui accepte ça très facilement, puis beaucoup d'ouverture. L'autre, c'est Jean Charest. Jean Charest, c'est un monsieur qui a vraiment un d'humour et qui a accepté ses caricatures sans problème. Il y avait dans son bureau, on m'a dit, son personnage dans la flaque en 3D. Et quand il sortait de son bureau, il l'assoyait dans son chaise, dans sa chaise à sa place. Alors, ça prend du goût. Oui. Suzanne, il y a Roch Bourgault qui veut savoir, est-ce qu'on peut photographier certaines caricatures? Absolument. On peut photographier, on peut venir avec un appareil photo dans l'exposition et photographier ce qu'on veut. Dans toutes nos expositions, d'ailleurs, c'est disponible, c'est possible. C'est la raison souvent pourquoi dans les grands musées comme McCoy, dans les musées, quand on photographie pas, c'est les flashs.
hein, qui vont maganer et détruire des œuvres qui datent de 1000 ans. Moi, il va falloir attendre 1000 ans pour dire ne photographiez pas. J'aime ça. Serge, il y a Carole Brunet qui veut savoir sur quoi vous vous basez pour savoir si vous dépassez la ligne qui ne devrait pas être dépassée. Je pense qu'on dit souvent que le caricaturiste, c'est le dernier rempart d'une certaine démocratie. Hein, ça fait des belles phrases. Alors, c'est clair et net qu'on va juste sur le bord du précipice ou sur la corde raide. J'aime mieux l'idée du précipice. Il faut juste que tu ailles juste avant de tomber. Si tu manques ton coup, tu tombes. Puis tu perds ta job. Donc, le résultat, il y a une limite. Oui, il y en a une. Mais où est-elle dépendant des sujets? Souvent, Suzanne le disait tantôt, il y a des dessins qu'elle n'a pas nécessairement appréciés. C'est très normal. Probablement, quand je vous ai dessiné, avez-vous apprécié, Suzanne? Votre caricature? Ah, je l'ai aimé. Ouais. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai conservé, d'ailleurs. Good. Mais le résultat, c'est ça. La limite dépend du sujet. On n'ira pas dans les sujets comme Mahomet et compagnie. C'est clair qu'il y a eu des limites, mais à un moment donné, dans un bon exemple, dans La Flaque, je voulais faire un Mahomet, bien sûr. J'avais Jésus, j'avais le pape, et là, j'ai dit, je vais faire Mahomet, et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que j'avais une quarantaine d'employés, puis il y en a une trentaine qui ont dit, on ne veut pas, on a peur. Ouais. Et avec raison, il y avait très raison d'avoir peur. Moi, je l'aurais fait. Mais en quelque part, tu portes respect à ça. Tu dis, OK, on ne le fait pas. Il y a une dame qui demande si on pourrait revoir une émission comme La Flaque. Je dis de revenir en ondes. Oui. Dites à la dame qu'elle écrive à Radio-Canada. S'il vous plaît, ramenez La Flaque. J'aurais aimé ça continuer, c'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui ai arrêté l'émission. À un moment donné, ça fait un bout de temps. Après, Radio-Canada a dit on passe à autre chose. Mais c'est on peut quand même en voir plusieurs extraits dans l'exposition ici au musée. Absolument. Il y a un bon 10 minutes ici, vous pouvez vous asseoir. Même moi, je me suis assis, j'ai regardé ça, ça m'a rappelé tellement de souvenirs. J'avais un petit peu de la larme à l'œil, mais c'est très bien fait, c'est excellent. C'est très le fun à voir. Il y a quelqu'un qui demande, avez-vous déjà regretté ou modifié un dessin après publication? Le modifier, non, mais répondre à une gaffe que j'avais faite. Il y a des choses qui ne se traitent pas. Hein. J'ai déjà dessiné notre ami Youpi quand les expos sont partis de Montréal. Et je l'avais mis avec un gun. Il s'était suicidé, puis il a dit « La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. » Mais c'est un mopute, là. C'était un morceau de poêle. Je ne trouvais pas que c'était grave. Il y a eu beaucoup de plaintes. Alors, le lendemain, j'ai redessiné Youpi. C'était un gun avec un petit drapeau qui fait bang. Je disais, c'est pas un vrai gun. Il faut juste comprendre que, quand même. Mais il y a des sujets le suicide, c'est sûr, maintenant, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes avec raison qui disent, faut pas aller là, faut pas faire ci. Faut y aller différemment. J'ai déjà dessiné Jean Doré. Je pourrais pas faire ça avec n'importe quel politicien aujourd'hui. Jean Doré était reconnu pour parler très longtemps. Alors, je l'ai mis debout sur une chaise. Il y a une corde attachée après la chaise qui va à l'extérieur du corps. Et il y a un nœud coulant dans le cou. Et il parle sans arrêt. Et le ballon, le philactère vient de l'extérieur. Puis ça dit, quand il arrête de parler, tire sa corde. Je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui. Je suis en train de le tuer. Il y a Crimo Bouaou qui veut savoir quel caricaturiste étranger vous inspire ou vous a influencé dans votre carrière. Je vais répondre comme tous les caricaturistes. Ils sont tous très bons, ils m'influencent tous, puis je veux tous être meilleur que tous les autres. Quand on se rencontre, tous les caricaturistes ensemble, c'est exactement ça qu'on fait. On est tous des amis, on se respecte tous, mais c'est sûr que quand tu as passé 50 ans à faire ton style, tu veux regarder ton style. Par contre, il y a ceux que tu respectes totalement. Je pense à Aislinn, qui est un vieil ami. Un vieil ami, c'est le cas de le dire. Eh bien, on est Gables, au Globe and Mail, à travers le Canada, j'en ai aux États-Unis. Mais je ne peux pas nommer plein de noms comme ça parce que c'est tous des amis. On se rencontre une fois de temps en temps. Puis effectivement, tu regardes l'autre en te disant quelle idée il y a eu ce matin, ce numéro-là, comment ça se fait que moi, je n'ai pas pensé à ça. La caricature la plus difficile que vous avez eu à faire? Honnêtement, non. Il n'y en a pas. Non. Regarde, on va régler le sujet en disant à celui qui a posé la question,
Les femmes, c'est beaucoup plus difficile à dessiner, c'est sûr, parce qu'à la base, vous êtes toutes des belles femmes. Fait que c'est très difficile à faire. Un gars avec une grosse bédaine, des grandes oreilles et un gros nez, très facile. Une fille, si tu fais tout ça, elle n'aimera pas nécessairement ça. Ça fait partie de la nature, c'est normal. Oui. Il y a Nathalie Pinotto qui veut savoir, j'aimerais savoir si après toutes ces années, les politiciens arrivent encore à surprendre M. Chapelot. Quotidiennement. Ça ne change pas du tout, c'est ça qui est incroyable. Regarde ce qu'on vit actuellement aux États-Unis avec un gars comme Trump. Qui aurait pensé, il y a 7-8 ans, qu'un monsieur comme ça serait au pouvoir? Mais là, lui, dans le moment, c'est le plus difficile à caricaturer parce qu'il est beaucoup plus drôle que moi. Il y a un monsieur qui demande, ou une madame, je ne sais pas, est-ce que les caricaturistes ont de l'avenir avec la pandémie? Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va toujours avoir des caricaturistes, d'après vous? Moi, je pense que oui. C'est certain que les journaux imprimés, en ce moment, connaissent une transformation et on consomme beaucoup plus de caricatures éditoriales sur Internet. Alors, je pense que le jour où il n'y aura plus de journaux imprimés, il va quand même y avoir des nouvelles et des caricatures. Ça accompagne toujours les sites qui donnent des nouvelles. Alors, c'est pas pour mourir. La caricature est très vieille. Elle existe depuis plusieurs siècles et je pense que ça va continuer. C'est un bienfait pour une nation. Une nation qui est capable de rire d'elle-même est une nation en santé et c'est pratiquement un besoin, un remède aussi à la déprime qu'on a pu connaître avec la pandémie. Mm-hmm. Christian a raison. Là, effectivement, ça se transforme, tout se transforme. Là, on a vécu une période et des caricatures dans la page éditoriale, à droite, en haut, dans un journal. Tout est en train de disparaître. Mais le métier lui-même va toujours continuer. De quelle façon? Je ne sais pas encore. Il y a quelqu'un qui a dessiné le roi Louis XV en le faisant en poire. Il y a beaucoup, très, très longtemps. Et il a fini 6 mois en prison. Et aujourd'hui, on pense que c'est épouvantable, mais aujourd'hui, j'aimerais pas être dans certains pays où on te coupe les mains si tu fais quelque chose contre ton gouvernement. Alors, est-ce que le New York Times n'a pas cessé ses caricatures il y a quelques années? Exactement, tu as raison. Et ça a été pour moi une décision, on appelle ça des boss un peu moumounes, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont profité d'un dessin que moi je trouvais très bon. Ils ont profité d'un dessin fait par quelqu'un d'autre pour jeter à la porte Chapat, qui participait au New York Times depuis des années. Et ça voulait dire c'est une décision de dire on n'en veut plus de dessin, nous autres. On n'en veut plus dans le New York Times pour être un journal sérieux qu'on veut tout ça. D'après moi, c'est une erreur. Tu vives avec, mais c'est comme ça. Il va toujours avoir une place ailleurs pour en voir des caricatures. Est-ce qu'il y a Carlos Del Burgo qui veut savoir s'il y a un lien entre vous et la bande dessinée? Je crois que oui, on en voit aussi des bandes dessinées ici. Je viens de Montréal et de l'époque des années 70. Et faire de la bande dessinée ici, publier dans les journaux, c'était presque impossible parce que tu travailles des semaines de temps puis on va te payer $1. Parce que ça coûtait presque rien pour acheter une bande dessinée américaine. Tu sais, les petites bandes dessinées 3/4, ça coûtait 25 sous pour publier ça dans les journaux. Moi, je dois remercier, encore une fois, même en caricature, quand je pense à M. Gascon, que quelqu'un connaît ici présent, quand il m'a engagé à Perspective en disant « Tu fais une caricature, pleine page couleur, dans mon magazine Perspective, c'est quand même incroyable parce que c'était jamais fait. » Et ça, c'est les hasards de la vie, c'est ce qui arrive. Si M. Gascon n'avait pas été là, mais peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler de caricature. Attendez, je veux juste retrouver son nom, mais la dame qui a dit, oui, c'est Michel Beauchamp, a dit « La dame fait dire qu'elle va écrire à Radio-Canada. » Très bien. Alors, c'est fait. J'avais une autre question. Attendez. Oui, est-ce que les humoristes vous inspirent, Monsieur Chapelot? Je ne comprends même pas sa question parce que j'en ai fait de l'humour un peu avec Gérard. Mettons, on peut dire que j'étais un humoriste aussi. Oui, il y a certains humoristes qui sont très bons, mais j'écoute surtout les fins de soirée
quand je suis encore à jeun ou réveillé. Oliver, John Oliver, tu sais, c'est ce genre d'humoristes, mais qui vont chercher dans la poétique, qui vont vraiment fouiller dedans, et il y en a qui sont excellents. Et c'est clair et net, tu n'es pas assis avec un crayon et un papier pour prendre des notes, mais ça fait circuler des idées. Voilà. Ouais. Fabienne Bilodeau demande, est-ce que vous ressentez souvent l'angoisse de la page blanche? Bon, enlever le mot « souvent », c'est tout le temps. J'exprimais tantôt l'idée qu'une planche à dessin, quand tu es parti puis ça va bien, c'est un grand bonheur. Avant de réussir à trouver l'idée de quelle horreur. Mais ça fait partie, c'est ça la job, hein. C'est ça créer, ça fait partie du fun. Il faut qu'à quelque part, il y ait une souffrance, tu sais pas quoi faire. Le mot que ma blonde entend le plus souvent, c'est quand je passe dans le salon en disant « je l'ai plus ». Je l'ai plus du tout, ça marche pas. Je jette mes crayons, je vends mon ordinateur, je suis pas capable. Mais à 5 heures l'après-midi, avec un travail matinée, tu dis « allez, j'ai réussi quand même ». Il y en a Guy Salama qui veut savoir quel est votre parcours scolaire. Il faut tourner très longtemps. J'ai école primaire ordinaire, une année de cours classiques ratée parce que c'était le cours classique public. C'était la première fois que le gouvernement faisait ça. Je suis arrivé au cours classique en éléments latins avec les pantalons de mon père, le veston de mon frère et les souliers de mon autre frère. Ça n'a pas marché du tout. Je me sentais pas dans la gang. Je n'avais pas de discussion ici sur le côté. Secondaire ordinaire. En fait, ce qui a changé ma vie, c'est les beaux-arts. Les beaux-arts, hein? C'est rentre aux Beaux-Arts, puis ça prend 2 semaines pour avoir les cheveux longs, des taches de peinture, puis être un artiste. Et on voit des photos de cette époque ici. Oui, des belles photos d'ailleurs. Oui. Suzanne, je vais continuer avec vous. Il y a Bruno Walter qui demande, le principe de base de la comédie théâtrale, c'est de s'attaquer aux savants, aux papes, aux politiciens, aux riches, mais jamais au petit peuple. Est-ce que c'est vrai d'après vous pour la caricature? Mais jamais au peuple? Oui, jamais au petit. Non, je pense pas, moi. Je pense que souvent, on s'attaque aux réactions du peuple, aux réactions populaires qu'on caricature. En tout cas, les humoristes le font beaucoup. La caricature, c'est peut-être moins évident, mais souvent, les humoristes s'inspirent justement des comportements populaires et les caricatures, enfin, ou en rit. Alors, je ne sais pas, peut-être que Serge peut répondre à ça mieux que moi. Mais absolument. Je veux dire, j'ai fait 20 ans de Gérard Laflaque, c'est du populaire. Avec sa femme, ça, exactement, mon oncle. Sa blonde, mon oncle, le voisin, c'était vraiment la culture populaire. C'est ce que je voulais faire au tout début avec les marionnettes, c'était exactement ça. Une maison, un salon, une chambre à coucher, un papa, une maman, un fiston, et voilà. Il y a Linda qui fait dire d'ailleurs que son conjoint, en fait, connaître les personnages politiques à ses enfants par l'émission Gérard Laflaque, qu'il fait religieusement. Oui. Mais ça, c'est très bien, puis ça me fait toujours plaisir parce que moi, je fais des signatures de livres parce que je publie mon petit livre de caricature à chaque année au Salon du Livre. Et les gens viennent me dire ça, je trouve ça fabuleux parce que tu peux asseoir les enfants devant un show de marionnettes parce qu'ils font des blagues, c'est comique, puis ils ont des gros nez. Mais tout le monde finit par « Ah, ça, c'est M. Charest, c'est le président. Ah, ça, tel. Ah, oui, ça, c'est le ministre. » Oui, c'est ça. Fantastique. J'aurais fait œuvre utile. Ah, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de commentaires. Là, on va terminer là-dessus, mais comme Maryse Lavallée qui dit « du bonheur de vous entendre ». Il y en a qui disent « je l'aime beaucoup et je me Est-ce qu'il y en a qui laissent le numéro de téléphone? Pas pour l'instant, mais on lance l'invitation. Mais d'ailleurs, Serge, est-ce que ça va être possible pour les gens de vous voir cet été de temps en temps? Est-ce que vous allez vous promener à l'exposition, venir rencontrer les gens? C'est un peu gênant, mais oui, je vais le faire parce que honnêtement, je trouve que le musée Christian on fait une très belle job. Et je ne serais pas gêné de venir me promener dans le musée puis de rencontrer les gens de fois de temps en temps. Maryse vous fait dire, ça va venir le numéro de téléphone. Alors, je vous remercie beaucoup, Serge, bien sûr, Christian, Suzanne. Suzanne, je vous laisse le mot de la fin. Je pense que vous voulez inviter les gens à venir nous voir. Oui, d'abord, je vais remercier les participants aujourd'hui. C'était notre
premier vernissage virtuel. Alors, j'espère que ça a été une expérience concluante. Pour nous, en tout cas, oui. Ce n'est pas évidemment la même chose que d'avoir 900 personnes devant vous les soirs de vernissage à qui on peut parler, mais c'est mieux que rien. Puis j'espère surtout que dans pas très longtemps, on pourra se voir en personne. Alors, je veux remercier notre commanditaire principal qui est la Presse Plus, et aussi remercier, en fait, la Presse Plus qui est le présentateur de l'exposition, devrais-je dire, et remercier nos partenaires qui sont l'Itinéraire de Montréal Gazette, le Conseil des arts de Montréal et le gouvernement du Québec. Et puis, je vous invite tous à vous acheter vos billets en ligne et à venir voir cette superbe exposition. Et je vous souhaite un bon été, une joyeuse Saint-Jean-Baptiste, et on se revoit, j'espère, à l'automne. Merci, Véronique. Merci, ça fait Serge. plaisir. Et on a plein de beaux commentaires, là, très intéressants. J'espère que vous en ferez d'autres en ligne. Excellente initiative. Chapeau, chapelot. Ce fut excellent. Bravo. Merci pour ces temps partagés. Bon. Alors, bravo. Bravo, chapelot. Merci. Bye bye. Un verre de vin maintenant. Oui.